Nous avons décidé de parler de la vidéo d'hier et ce, en absence du témoin. Alors, les choses sont claires pour moi. Cela dit, j'aimerais entendre les arguments des parties. Tout d'abord la défense et ensuite l'accusation. Et j'aimerais bien sûr des propos concis, s'il vous plaît. Et ensuite, nous poursuivrons l'interrogatoire. L'interrogatoire et les questions de la défense Gbagbo, qui, comme s'est engagé Maître Altit, doivent se terminer le plus rapidement possible, n'est-ce pas? C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne la question de la vidéo et la question juridique que nous avons posée hier soir, qui a fait l'objet d'un échange, je vais, si vous permettez, laisser la parole au professeur Jacobs. Of course, Mr. Jacobs, yours. Maître Jacob, c'est à vous. Donc, concernant la vidéo que nous avons montrée hier en audience, l'extrait de la vidéo que nous avons montré hier en audience, la défense comprend le concept d'admission comme l'admission qu'il y a bien eu une interview le 31 décembre 2010 entre Laurent Gbagbo et Michel Denisot. C'est la limite de l'admission de la pièce et c'est comme ça que la défense comprend cette idée. Ce n'est pas une admission de la véracité du contenu, comme le procureur semble l'indiquer. Il faut bien comprendre la différence entre les preuves du procureur et les preuves de la défense. La situation n'est pas la même pour les deux parties. Le procureur a la charge de la preuve. Il a une obligation de divulgation en amont, bien en amont, de sa preuve à charge. C'était le 30 juin 2015. Et le fait que la défense utilise en audience un extrait d'une vidéo ou une pièce ne libère pas le procureur de son obligation de déposer une liste d'éléments à charge. Et si une pièce n'est pas sur cette liste d'éléments à charge, il ne peut pas l'utiliser de manière incriminatoire. Donc ce que nous disons, c'est que si le procureur comprend les choses de cette façon-là, la défense déjà, premièrement, retire son admission et ne soumet que l'extrait de la vidéo qui a été utilisé. Et deuxièmement, le procureur doit tout de même maintenir sa requête pour ajouter cet élément sur sa liste de preuves, expliquer pourquoi 8 mois après la date imposée par la Chambre, il veut rajouter un élément de preuve, et ce sont deux choses différentes. Merci. The Office of the Prosecutor. Le président du bureau du procureur. Mr. Knops. Oh, Maître Knops, d'abord, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'observations différentes à faire. Le président, les représentants légaux des victimes. Les représentants légaux des victimes. Nous considérons que nous n'avons rien à ajouter et c'est au bureau du procureur, en fait, de parler de ce point. Le président, le bureau du procureur. Je ne vais pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Il y a quand même une différence entre la liste des preuves et les preuves au dossier. Ce qui est preuve au dossier, c'est ce que les juges évalueront en fin de compte. Ça n'appartient plus aux parties. Lorsque la défense a décidé d'utiliser une vidéo, leur propre vidéo, qui était de la même nature que celle que l'accusation voulait ajouter à sa liste de preuves,
La défense alors pose des questions aux témoins. Et pour nous, l'admission, c'est nous sommes convenus que M. Gbagbo a bien rencontré M. Denisot. Bon, contrairement, c'est le 13 janvier 2013, qui n'est pas en fait la date de Euronews du 31 décembre, qui est 2011 et non 2010. Donc cette interview a été diffusée sur Canal+ le 13 janvier. Ça, c'est convenu. On admet. On admet que c'est M. Denisot et M. Gbagbo. On convient aussi sur ce qui a été dit. Maintenant, pour l'interprétation du contenu, c'est au juge d'en décider. Or, la défense semble dire que dès que c'est au dossier, toute preuve qui est au dossier donc des juges, eh bien l'accusation ne peut plus l'utiliser en disant « vous pouvez-vous utiliser cette preuve ». Mais c'est complètement contraire à la décision Katanga, la décision Lubanga, la décision Ngunjolo, toutes les décisions dans tous les systèmes nationaux d'ailleurs. En fait, dès que les pièces sont au dossier, elles appartiennent au juge. Elles n'appartiennent absolument plus aux parties. Alors, je ne sais plus du tout où on va maintenant, hein. Je ne comprends absolument plus le droit. Le président, bien. Alors, je ne sais pas combien de fois la Chambre va devoir répéter la chose, mais cette Chambre considère qu'une fois qu'une pièce est submitted, dit le juge, donc présentée d'une manière ou d'une autre. Donc ici, il s'agit d'une vidéo. Elle est donc considérée comme étant présentée à la Chambre, submitted à la Chambre, soumise à la Chambre. Tout le reste est superflu. Cette vidéo a été utilisée lors de l'interrogatoire. Elle est maintenant présentée devant la Chambre et à l'avenir, lorsque la Chambre devra trancher, elle évaluera cette vidéo. Maintenant, faites rentrer le témoin. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Président. I will give now the... Je vais donner la parole à Maître Altit, la défense de monsieur Gbagbo, qui va poursuivre son interrogatoire. Vous avez la parole, Maître Altit. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître. Alors, le 9 mars dernier, vous nous disiez, je vais vous citer, c'est à la page 15 des transcrits français, ligne 10, le 9 mars. Je vous cite. On attaquait les quartiers, les gens du Nord. Les gens du Nord attaquaient les quartiers qui étaient pro-Gbagbo. La guerre civile a commencé à se présenter. Vous nous aviez parlé, il y a de cela quelques jours, vous nous aviez expliqué que, en réalité, il y avait des
place forte en quelque sorte à Abidjan. Est-ce que l'on peut comprendre ce que vous dites là? D'un côté, on attaquait les quartiers, les gens du Nord, donc on peut imaginer que ce sont les autres qui attaquent les gens du Nord. Et puis vous dites les gens du Nord attaquaient les quartiers qui étaient pro-Gbagbo, donc là c'est l'inverse. Est-ce qu'on peut conclure de ce que vous dites qu'en réalité, à partir des places fortes des uns et des autres, des attaques étaient lancées, ce qui fait qu'il y avait des combats et que chacun ensuite revenait dans sa place forte, et que c'était un peu comme ça qu'Abidjan était divisé en places fortes différentes, tenues par des camps différents, et qu'il y avait des combats aux lisières de ces places fortes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que quand le combat a commencé, il y avait les attaques partout. J'avais dit que, par exemple, je donne un exemple à Yopougon. Je vous donne un exemple à Yopougon. Vous avez le quartier Ouassakara qui était attaqué par les Gbagbo, puisque le quartier Ouattara, c'était reconnu des choses qui étaient attaquées. Et il y avait aussi des quartiers à Yopougon où aussi les gens de Ouattara attaquaient. Donc, c'est ce que je t'ai dit, que c'était la guerre civile. Tout départ, chacun défendait sa cause de vie. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a eu quand même beaucoup de morts, que ce soit à Yopougon ou ailleurs. Et les corps même, ils étaient là. C'est ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a eu la guerre civile. Et pour essayer de comprendre, est-ce qu'on peut considérer à partir de ce que vous dites qu'en temps normal, en dehors des attaques lancées par les uns ou les autres, par exemple, les gens qui n'étaient pas du Nord ne pouvaient pas, par exemple les forces de sécurité, ne pouvaient pas entrer dans les quartiers tenus par les pro-Ouattara, et à l'inverse, les pro-Ouattara ou les gens du Nord ne pouvaient pas rentrer dans les quartiers tenus par les forces gouvernementales ou par les pro-Gbagbo, etc. Est-ce qu'on peut considérer que finalement c'était assez étanche? Les uns étaient chez eux, les autres étaient chez eux, et que finalement, il n'y avait pas de... des quartiers étaient interdits à ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est la notion, si vous voulez, de forteresse un peu. Oui, j'ai compris où vous voulez en venir, mais il faut que vous sachiez aussi qu'on parle d'une guerre civile. C'est ça qu'est la guerre civile. La guerre civile, chacun se protégeait contre les uns des autres et d'autres attaquaient les autres pour avoir le dessus des autres. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui s'est passé à Abidjan. C'est ce qui s'est passé à Abidjan, en fin de compte. Donc, il y avait des attaques un peu partout. Mais dans les différents quartiers, les gens s'attaquaient. Je ne pourrais pas bien vous dire les détails, mais je vous dis que c'est comme ça s'est passé. Ça fait que les preuves étaient là. Dans les quartiers, par exemple, vous prenez le Pougon, vous allez dans le quartier Ouassakara, vous allez trouver que les gens qui étaient armés, qui sont arrivés là, ils tuaient les gens. Ils tuaient les gens à Ouassakara. Et peut-être vous partez plus loin vers Sakdiba, vers le quartier qu'on appelle Sakdiba. Vous trouvez aussi qu'il y avait des affrontements vers là-bas. Il y avait un côté où ça tirait ici, l'autre côté ça tirait ici. C'est de ça que je te parle. C'est ça la guerre civile. Maintenant, pour que moi je vous dise les détails, bon, moi je généralise cette guerre civile où il y a eu les affrontements, il y a eu beaucoup de morts de tous les côtés. C'est de ça que je parle. Mais je crois, si encore vous voulez que j'explique encore plus profond, vous me demandez, mais je pense que c'est en général que je parle de la guerre civile qui a eu lieu. Mr. Witness, can you slow down? Monsieur le témoin, veuillez ralentir, s'il vous plaît. La cabine anglaise ne vous suit pas. Allez doucement. Alors, à la suite de cela, toujours le 9 mars, vous nous dites, page 15, et je vous cite, « Moi, j'ai été voir le ministre Tagro, que le président écoutait beaucoup. Je suis allé discuter avec lui pendant 1 heure. Je discutais pour lui dire, parce que moi je savais comment les choses se préparaient au nord et comment les choses vont venir.
que ce n'était pas bon et qu'on ne pouvait pas... Alors, c'est pas très compréhensible. C'est la version brute, Monsieur le Président. Donc, sous le contrôle de tous, je passe à la phrase suivante. Je le savais, je suis du Nord, j'avais toutes les informations, tout ce qui se préparait pour aller déloger le président. Fin de citation. Alors, vous êtes allé voir le ministre Tagro pour discuter ce que vous dites, et vous dites parce que moi, je savais comment les choses se préparaient au Nord et comment les choses vont venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment les choses se préparaient au Nord? Comment? Ma question est comment elles se préparaient? Merci, maître. J'aurais, avant de répondre à votre question, revenir un peu en arrière par rapport à une réponse que j'avais donnée hier. J'aurais juste corrigé le truc de l'hôtel Ivoire. Quand les Français envoyaient tirer sur les Ivoiriens, j'avais parlé. Si vous permettez, je vous interromps une seconde. Parce que je pense qu'il serait bon, Monsieur le Président, pour les fins d'enregistrement, que l'on dise, pour que ça apparaisse quelque part, que le témoin va revenir sur un point différent. Ce n'est pas la réponse à ma question, mais il va revenir sur un point différent qui a été abordé hier, qui est l'hôtel Ivoire, pour les fins d'enregistrement. Merci, maître. But that's why Oui, mais c'est pour ça qu'on a justement un compte-rendu et que tout est écrit. C'est écrit au de la transcription. Je veux revenir à ce que j'avais dit hier avant de répondre à votre question. Donc c'est clair. À la transcription, c'est très clair. Pas de place au doute. D'accord. Hier, j'avais parlé des tirs de l'armée française à l'hôtel Ivoire, où j'avais mentionné qu'il y avait plus de 80 morts. Je parlais de plus de 80 morts du bombardement de la résidence du président Gbagbo. C'est de ça que je faisais allusion, où il y avait plus de 80 morts. Mais à l'hôtel Ivoire, il y avait des morts, mais je ne connaissais pas le montant juste. Je voulais juste corriger que les plus de 80 morts, je parlais du bombardement de la résidence vers la fin du régime. Merci. Merci. Alors attendez, parce que c'est important, et je crois que ça vaut le coup que l'on y revienne une seconde, pour que les choses soient claires. Alors, vous avez distingué à l'instant deux choses. C'est ça, hein? Vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que vous aviez distingué à l'instant ce dont vous avez parlé hier, le bombardement, enfin, les tirs de l'armée française sur la foule dont vous nous avez dit hier qu'elle était désarmée, Oui, qui ont fait beaucoup de morts, oui, et ça, c'était novembre 2004, c'est bien ça? oui. D'accord. Et maintenant, vous nous parlez d'autre chose dont on n'a pas parlé hier. Et si vous permettez, pour préciser les choses, je vais vous poser une question là-dessus. Vous avez dit à l'instant, du bombardement par l'armée française du palais présidentiel, c'est bien ça, qui a Oui. fait 80 morts en 2011. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est de ça que je parlais. J'ai dû parler ça ici, oui, avec le bureau du procureur. Vous en avez parlé au bureau du procureur? Ici, oui, on avait parlé de ça. C'est ça. Alors, est-ce que le passage que vous mentionnez à l'instant, c'est celui-ci? Je vais vous le lire. 9 mars, transcrit français, page 89, ligne 9, et je vous cite, « Et je ne pense pas, que le président lui-même, ou Blé, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire,
pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de déloger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais. Ils sont tous morts. Plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Ça, est-ce que c'est le passage auquel vous faisiez allusion à l'instant? Oui, maître, bien, c'est bien ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez, puisqu'on y est, puisqu'on en parle, très bien, et que nous, on veut savoir, on veut comprendre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bombardement du palais par l'armée française qui a fait 80 morts, dont, si je comprends bien, des civils? Vous pouvez nous en dire plus? Ouais, c'est ce que je l'avais dit ici lors que le bureau du procureur me posait des questions. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, personne ne pouvait imaginer, en notre sein, nous, on ne pouvait pas imaginer, ni moi, ni quelqu'un, qui pouvait imaginer que le président Sarkozy pouvait aller au-delà de ça. Ça veut dire aller jusqu'au point, prendre une décision, demander à l'armée française de bombarder le palais du président de la République de Côte d'Ivoire, où il savait aussi qu'il y avait plein de civils et des gens qui étaient là comme des boucliers humains. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Ils ont bombardé le palais jusqu'au fin de déloger le président Gbagbo. C'est de ça que j'ai parlé. C'est de ça que je dis. C'est comme ça que ça s'est passé. Et vous-même, vous connaissez des personnes qui ont été tuées à l'occasion du bombardement du palais? Ce que su selon les rapports, moi personnellement, je connaissais bien le porte-parole militaire, le colonel Lahenok qui a été tué, que je connais. Et je connais quelques personnes qui ont été tuées. Mais tout le reste, je ne peux pas dire. Mais je sais qu'il y a eu un rapport et il y a eu une enquête sur le corps qui était à la présidence. Merci. Alors, si vous voulez bien, revenons à ce dont nous parlions. Mais si vous pensez à des choses comme ça utiles, comme vous venez de le faire, vous nous dites, hein, c'est intéressant pour nous. Alors, ma question était, lorsque vous dites que vous êtes allé voir le ministre Tagro, et que vous dites, parce que moi je savais comment les choses se préparaient au Nord, et comment les choses vont venir, qu'est-ce que vous voulez dire par moi je savais comment les choses se préparaient au Nord? Première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez dire par comment les choses vont venir? Comment est-ce qu'elles vont venir? Je vais bien expliquer dès le début des choses. Quand je dis, je suis allé voir le père à son âme, le ministre Agro, parce que le ministre Agro, le président l'écoutait beaucoup, était aussi quelqu'un de très important dans la crise, puisque c'est lui-même qui avait négocié aussi les accords de Ouaga. Quand je suis allé le voir, parce que moi je m'inquiétais pour le président, je m'inquiétais aussi pour la Côte d'Ivoire. Je m'inquiétais de tout ce qui devait arriver, tous ces morts, je m'inquiétais. Vraiment, j'avais des soucis pour le pays. Puisque j'avais constaté, selon mes analyses, selon les choses, l'évolution des choses, on n'avait plus de soutien. On n'avait plus de soutien. Et donc, on était en face de tout le monde, en face des puissances, tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé bien d'aller discuter avec le ministre. Je suis allé, j'ai discuté avec le ministre pour lui dire que c'était mieux
est-ce que c'est pas mieux? C'est vrai que nous, on dit on a gagné les élections. Mais vraiment, actuellement, là, on arrive à un stade où on ne parle plus des élections. On parle que le président Gbagbo doit quitter le pouvoir. Il doit partir. De toutes les manières, il doit partir. Donc, il y a des choses qui se préparent. Et puisque les gens même annonçaient, le Premier ministre, M. Soro Guillaume, a annoncé qu'on va déloger Gbagbo par tous les moyens. Par tous les moyens. Même pas, il dit le côté militaire est sur la table, tout est sur la table et on attend des décisions. On attend des négociations et des décisions. Donc, je savais qu'au nord, puisque moi j'ai des informations, que les gens se préparaient. D'abord, à Abidjan, on disait que l'Union africaine avait déjà envoyé des militaires au nord pour descendre sur Abidjan pour venir de Gbagbo. Mais ce n'était pas ça. C'était même les forces républicaines qui ont été nommées par le président Alassane Ouattara devaient venir de loger Gbagbo. Et donc, les choses se préparaient partout, à Ségla, à Boaké, partout, les gens devaient se préparer pour descendre sur Abidjan pour venir de loger le président Gbagbo. Et ça, j'ai fait part de ça avec le ministre, on a discuté longtemps. Mais moi, dans ma pression, le ministre Tagro, la façon qu'il m'a répondu, la façon qu'il a pris l'affaire, qu'on contrôlait la situation. Je pensais qu'il voulait me faire savoir que la situation était sous contrôle. La situation était sous contrôle. J'ai été même voir le conseiller de défense du président, monsieur... le conseil de défense du président Gbagbo, j'ai été le voir aussi. Pour lui, discuter avec lui, il m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème, qu'on est serein, que les gens ne peuvent pas nous déloger. Il dit bon, puisque c'est eux qui étaient au cœur de la chose, tout ça, et qu'ils avaient confiance que la chose ne va pas se passer comme ça. Parce que quand le président Gbagbo a envoyé en mission la dernière réunion de Addis Abeba, il avait envoyé une délégation qui était accompagnée du président Afin Guessa et puis du député de Yopougon Atebi. Et je crois, si je ne me trompe pas, il y avait le ministre Assis Djé dans la délégation et d'autres personnes qui sont allées à Addis Abeba. Et ce qui était sorti de Addis Abeba, c'était la dernière réunion et c'était les dernières décisions que les gens avaient données. Ce qui est sorti de la réunion d'Addis Abeba, ils ne sont pas morts, ils sont là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu ne peux pas prendre un témoin, un cadavre comme témoin, c'est que tu mens, mais ils sont là, ils sont vivants. Ce qui est sorti d'Addis Abeba, c'est que l'Afrique du Sud et l'Angola avaient décidé avec le président Afi de demander au président Gbagbo, vraiment... Can you please slow down? Le juge président, pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir votre débit? Ralentissez, s'il vous plaît. Excuse-moi, monsieur le président, merci. Et ce qui est sorti de la réunion, et que c'était la dernière réunion, la solution était que le président Afi vient rendre compte au président en lui demandant que voici ce qui est décidé par l'Union africaine et la CEDEAO et par tout le monde. Que le président accepte de prendre la primature. Il y avait 30 ministres et que la présidence, il cède ça à M. Ouattara. M. Ouattara va donner 15 ministres et le président Gbagbo va donner 15 ministres plus Premier ministre et que pour apaiser la tension en Côte d'Ivoire et qu'on fait un gouvernement de transition, on apaise les tensions, tout ça. Et je crois que c'est là qu'il y a eu les problèmes et comme il n'y a pas eu de suite, et les gens ont décidé de faire les bombardements pour déloger le président. Puisqu'il y a la suite qui a été... Il y avait une suite qui a continué. Et c'est là que je disais que j'ai parlé de 11 mars, tout ça là. C'est de ça que je voulais parler. C'est sur ça que je suis allé. C'est de ça que je voulais parler. Et quand j'ai dit qu'il a été empêché, mais c'est un homme. Il avait peur pour sa vie aussi. Alors, qu'on comprenne bien, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Donc, la proposition dont vous parlez à l'instant, 15 ministres pour l'un, 15 ministres pour l'autre, un Premier ministre nommé par le président Gbagbo en échange de la présidence à M. Ouattara, c'est ça? C'était la proposition de qui, ça? C'était, je crois, la CEDEAO, l'Union africaine, puisque ça a été fait à Addis Abeba.
Qu'est-ce qu'il est arrivé de cette proposition? Elle a été soumise aux deux parties. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Moi, à ma connaissance, si ça a été soumis aussi aux autres, ou s'ils ont accepté, je ne sais pas. Mais je pense que ceux qui sont allés en mission de la part du président sont venus lui rendre compte. Et vous disiez, juste après, les gens ont décidé de faire les bombardements. Les gens, c'est qui les gens? Je vais dire que le gouvernement de M. Ouattara et puis ses partenaires qui le soutenaient, D'accord. la France, tout ça, puisque le président n'a pas donné de suite à cette réponse. D'accord. Et toujours pour qu'on comprenne bien, quand vous dites que le président Gbagbo a envoyé une délégation à Addis Abeba, c'est une délégation auprès de qui? Vous l'avez dit plus ou moins, mais que ce soit tout à fait clair, une délégation envoyée auprès de qui? Je crois qu'il y avait une réunion sur la Côte d'Ivoire, Mais de qui? de l'Union africaine. Voilà. Ok. Alors tout à l'heure, on en revient là où on était. Tout à l'heure, vous avez dit, les gens se préparaient partout, à Séguéla, à Bouaké. Les gens dont vous parlez. Les gens dont vous parlez, qui étaient-ce? Je parle des forces républicaines. Que vous appeliez à l'époque rebelles, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc ma question, ils se préparaient comment? Et s'est préparé sur le plan militaire pour venir déloger un président qui a ses sympathisants, qui a aussi une armée. C'est sur le plan militaire. Là, on a dépassé le stade, je crois, que diplomatique, négociation, on a dépassé ce stade. Là, nous rentrons maintenant dans la phase militaire. Donc, c'était des préparations militaires pour venir déloger le président par force. Et à votre connaissance, avait-il beaucoup d'armes? Maître, on a déjà parlé des armes ici. Quand ils sont rentrés à Abidjan, déjà, tout le monde était armé. C'était armé. Puisque les films, vous avez les films de les armes, quand ils sont rentrés, même, vous avez vu où ils étaient partout, vous avez les films, vous avez vu qu'ils étaient bien armés. Quand est-ce qu'ils sont rentrés à Abidjan? Vous vous souvenez de la date à peu près? Je ne me souviens pas de la date, mais quand ils ont pris presque toutes les villes de Côte d'Ivoire, et je crois qu'ils sont au niveau de Yamoussoukro ou de Tumodi, se sont arrêtés, je crois, un des jours, et je crois, avant de rentrer. À propos des villes de Côte d'Ivoire qui se trouvaient sur leur chemin, est-ce qu'il y a eu des combats? Sur le chemin vers Abidjan, est-ce qu'il y a eu des combats? Oui, il y a quelques villes, il y a eu des combats, mais pas. Le combat n'a pas résisté longtemps parce que les gens ne tenaient plus, je crois, ne tenaient plus face à ceux qui venaient. Donc, il y a eu quelques combats, mais pas, ça n'a pas trop duré. Les gens ont commencé à prendre les villes aussi plus rapidement. Hein. Pour être très clair, les gens ne tenaient plus face à ceux qui venaient, c'est quels gens ne tenaient plus face à qui venait? Vous voyez ce que je dis? Je parle de FDS, je parle de nos FDS. Il y a eu des combats, je crois, à Tchébissou avant de prendre Yamoussoukro. Il y a eu des combats, je crois, à Daloa. Il y a eu des combats aussi à Bengrou, quelque part, Democro à Bengrou là-bas. Mais ça n'a pas résisté longtemps. Donc, ils ont replié pour venir sur Abidjan. Nos FDS ont replié. Et donc, les gens ont pris les différentes villes. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'à votre connaissance, les FDS ont essayé de résister? J'ai compris que vous parliez de quelques combats,
Mais est-ce qu'en règle générale, les FDS ont essayé de résister? Oui, ils ont essayé puisqu'il y a eu il y a eu combat. Oui. Et pourquoi ont-elles eu le dessous? Est-ce que vous savez? Pourquoi est-ce que les autres ont gagné et pas les FDS? Le procureur, Monsieur le Président, j'oppose une objection à cela. Je comprends que le témoin est en mesure d'apporter des réponses, mais le but de cet exercice, quel est-il au juste? Sur quoi se fonde tout cela? Sur quoi fonde-t-il toutes ces connaissances? Je comprends qu'il ait pu être présent, qu'il se trouvait dans le pays à l'époque, mais ce n'est peut-être pas le meilleur témoin pour répondre à ces questions. Le poids, si tant est qu'il y ait un poids à ce qu'il va dire, ne devrait pas être très important. Il était très proche physiquement des événements, mais toute cette série de questions sur les connaissances du témoin, il nous faudrait savoir sur quoi cela repose, d'où proviennent toutes ces informations. La Chambre doit le savoir. Le président, c'est la Chambre qui déterminera au moment d'apprécier le poids à accorder à son témoignage, quel est ce poids. J'invite par ailleurs le témoin à nous indiquer comment il sait toutes ces choses. Et j'invite le Conseil à être un peu plus précis, parce que je pense que vous ratissez très large tout ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie. Mais nous n'avons qu'un seul témoin à la barre, et c'est à lui qu'il faut... Vous devez lui poser des questions beaucoup plus précises. Merci. Monsieur le Président, deux choses. La première, sur la manière d'approcher les choses et d'aborder un certain nombre d'événements, ça ressort d'un choix stratégique pour ensuite aller tirer des informations spécifiques. Mais il faut bien aborder d'une certaine manière et ça nous appartient. C'est le cas de la défense. C'est le cas de la défense, c'est important. Surtout que c'est une affaire extrêmement complexe. Et donc, il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe, sinon on n'arrivera pas. Mais, ceci posé, nous avons entendu votre demande d'aller vite et nous nous y conformons autant que possible. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'objection, ou plutôt l'absence d'objection. Parce qu'il n'y a pas d'objection là. En réalité, vous l'avez dit, mais je le dis juste pour l'enregistrement parce que c'est notre position, c'est évidemment à la Chambre d'évaluer le poids qui sera donné au témoignage de ce témoin sur toutes sortes d'éléments. Donc là, il n'y a pas objection, on est tous d'accord. Enfin, surtout nous ici. Juste pour que les choses soient claires. Le procureur pourra discuter tout cela dans ses soumissions finales. Ça va sans dire. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est vrai que ce serait intéressant que l'on sache ce qui vous permet de dire ce que vous dites, c'est-à-dire d'où tenez-vous ces informations sur les combats? Est-ce que vous aviez des amis militaires ou est-ce que vous avez rencontré des réfugiés? Enfin, peu importe la raison, mais est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de fonder ce que vous avez dit sur les combats, sur la manière dont ça s'est passé? Maître, vous savez, nous étions les leaders en Côte d'Ivoire. Et la situation de la crise et l'évolution des choses, nous on suivait ça de près et de loin. De près et de loin. Donc quand je vous ai dit qu'il y a eu des combats à Tchébissou, dans le Dalois, il y a eu des combats. Il y a eu la résistance des FDS, mais ils n'ont pas pu résister longtemps avec ceux qui étaient en face d'eux. Et c'est comme ça, ils sont reculés sur Abidjan. Tous sont revenus sur Abidjan. Et c'est à partir de là que les gens ont pris Yamoussoukro, Dalois, Issia, jusqu'à venir prendre Ganois, prendre les autres villes, tout ça. À Ganois, il n'y en a même pas eu de combat à Ganois.
À Ganois, il n'y a rien eu. Ils sont rentrés à Ganois sans problème. Il n'y a pas eu de résistants à Ganois. Ils sont venus jusqu'à Lakota d'Ivo, c'est-à-dire non loin d'Abidjan. Je crois ils ont fait un parcours. Ils sont laissés à 150 km ou 200 km d'Abidjan, où ils sont restés pour attendre, je crois, 1 ou 2, 3 jours avant de rentrer sur Abidjan. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et comme je vous dis, vous voulez savoir où j'ai... Mais nous étions dans le cœur même de la crise. On était en train de surveiller tout ce qui se passait. Voilà. Alors, oui, ça on a compris. Vous étiez au cœur de la crise, vous suiviez de près et de loin, mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Parce qu'en fait, c'est ça. Le président l'a dit, je le dis à mon tour. D'où venaient vos informations? C'est important pour nous d'essayer de comprendre d'où venaient vos informations. Comment vous saviez que, par exemple, tel jour, dans telle ville, il y avait eu un combat, ou bien qu'il n'y avait pas eu de combat, parce que les gens, les FDS s'étaient repliés. Enfin, d'où teniez-vous, pas pour tout, mais donnez-nous quelques exemples de comment vous pouviez obtenir ces informations. Mais ces informations ne peuvent pas être étranges à moi. Puisque, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment vous voulez que je vous explique. Moi, je n'étais pas sur le terrain là-bas, mais nous étions à Abidjan, on avait toutes les informations qui venaient de là-bas. Et on avait toutes les informations. Pardon, je précise. Par exemple, par qui vous les aviez, toutes ces informations? Ah, ok. Moi, par exemple, je peux vous donner un exemple. J'étais toujours en contact avec certaines personnes de FDS pour voir l'évolution des choses et on avait des nouvelles qui nous disaient c'est pas bon ici c'est pas bon. C'est comme ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Dites-moi très rapidement, pour qu'on comprenne encore une fois ce qui s'est passé, les mouvements des troupes, et notamment ici des troupes rebelles, puisqu'elles avancent. Vous avez cité des villes. Est-ce que vous pouvez nous dire où se situent ces villes? Je prends un exemple, vous avez parlé de Ganoa. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où ça se trouve, si c'est un emplacement stratégique ou pas, et éventuellement pourquoi il n'y a pas eu de combat à votre connaissance? Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous décrire la situation très rapidement, pour qu'on ait une idée? Bon, si vous voulez, les stratégies, par exemple, Yamoussoukro, c'est le centre, la ville du centre du pays, c'est Yamoussoukro. Vous avez à l'ouest, vous avez Daloa, vous avez Issia, tout ça. Tout ça, c'est des villes de l'ouest. Vous avez Ganoa, qui est la région du président lui-même. Et là, il n'y a même pas eu de combat, il n'y a pas eu de résistants, il n'y a rien eu. Ils sont rentrés sans problème. Et vous avez après Ganoa, en venant sur Abidjan, vous avez Divo, vous avez Lakota Divo, vous avez Tchassalé. Vous venez sur Abidjan pour rejoindre l'autoroute. Et après, par derrière, vous venez par côté Bouna, venez à Tembokro, tout ça, pour venir vers Azopé, tout ça. Ce sont des stadiers, toutes ces villes ont été prises. Est-ce que vous voulez nous dire, est-ce que vous nous dites que en fait toutes ces villes se situent sur le trajet du nord à Abidjan, sur différents trajets, disons, du nord à Abidjan, et donc qu'elles étaient logiquement sur le chemin des rebelles. C'est ça ou pas? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. C'est-à-dire que c'est tout le côté du nord qui descendait sur Abidjan. Donc, il y avait des routes qui venaient partout pour venir sur Abidjan. D'accord. Hein? Et vous nous avez parlé de Ganoa. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de combat si vous en savez la raison? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Alors vous avez dit dans votre témoignage du 9 mars, page 88,
ligne 26 et page 89, les premières lignes, jusqu'à ligne 9 à peu près. Je vais vous citer. Que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne ou les autres pays qu'il pensait que, ou parce que les autres ont déjà dit qu'il était président? Il fallait lui céder. C'est là le problème. C'est là le problème. Je pense que c'est là. À plusieurs reprises, vous nous avez dit ici, à tous, à l'accusation, à la défense et bien sûr au juge, qu'il était important pour vous de faire passer un message, de dire la vérité, que vous étiez là pour nous dire la vérité, pour nous dire ce que vous avez compris de la crise. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Au fond du fond, si l'on vous suit là, est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne ou les autres pays? Est-ce que c'est ça votre explication de tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ça l'explication de la crise 1 et peut-être, si oui, de la violence de la crise? Merci. Je crois que peut-être vous lisez dans la façon que je parle aux choses, je me fais comprendre. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous venez de détailler, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je pense que c'est parce que le président a voulu affronter les puissants. Et c'est le nom que vous avez dit. Vous avez cité la France, l'Empire européen, la communauté internationale, l'Union africaine, tout ça. Et qu'il y a eu ce problème. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit toujours. Et c'est ce que je crois. Et sur la violence, en quoi l'intervention de la France, par exemple, dont vous nous avez parlé à de nombreuses reprises, en nous donnant des exemples d'intervention armée, avec des morts, en quoi l'intervention de la France aurait pu accentuer la violence, ou même générer la violence? Est-ce qu'il y a un rapport? Your Honor. Le procureur, Monsieur le Président, je soulève une objection. Je pense qu'il s'agit là d'une opinion. Le témoin a bien indiqué qu'il y avait une guerre. Les Français disposent d'hélicoptères. Ils sont en train de bombarder. Le témoin estime à 80 les personnes ayant trouvé la mort par suite des bombardements. Plus tard, il y a la guerre à Abidjan, d'après le témoin. Maintenant, la question est la suivante. Il y a une intervention conformément à un mandat qui a mené à des violences et des meurtres. Alors, je ne sais pas quel est le but de tout cela, à quoi rime tout cela. Enfin, je comprends, c'est la France qui est en procès, en fait, et l'implication de la France dans ces événements. Je n'ai pas encore terminé. Pardon, vous êtes en train de... Donc, le but est... Dans le témoin est de donner votre position. Monsieur le Président, ce n'est pas une objection, ça. Le procureur, non, je ne donne pas de... Enfin...
Je pense que c'est un avis, une opinion plutôt qu'un témoignage. Le témoin est ici pour parler de faits. Et la Chambre interprétera ces faits, les appréciera dans le cadre de tous les éléments de preuve dont elle disposera à la fin. Le président, je sais, enfin, je comprends la situation, c'est ce que j'ai dit dès le premier jour. J'ai toujours dit que le témoin doit parler des faits et non pas exprimer une opinion. Mais comme c'est un personnage politique qui dispose de connaissances plus importantes, je sais que le témoin va encore plus loin, il parle de son point de vue en tant que leader politique, pour reprendre ses propos. Et donc c'est cette qualité de politique qui lui permet de parler en connaissance de cause. Mais je pense néanmoins que vous devez garder à l'esprit que ce procès n'est pas le procès de la France ou de l'Union européenne ou des Nations Unies ou peu importe. En fait, voilà, rappelez-vous de cela et j'invite la défense à se focaliser sur les faits qui nous intéressent. Et ces faits ne doivent pas porter sur son opinion subjective, dis-je. Oui, Monsieur le Président, deux choses. La première chose, le témoin a dit très clairement que les FDS se repliaient. On parle de choses concrètes, on parle du déroulé de la guerre, se repliaient. Et que parfois il y a eu des combats. C'est important pour nous qui essayons de comprendre ce qui s'est passé, de savoir s'il y a un rapport entre les opérations militaires et le fait que les Français interviennent avec toute leur puissance. C'est fondamental. Et pardon, j'ai une deuxième remarque. Nous connaissons un peu le dossier. Nous savons à quel point le rôle de la France a été essentiel, aussi bien au plan militaire qu'au plan politique et diplomatique, que sans la France, nous ne serions pas là et qu'il ne se serait pas du tout passé la même chose. C'est notre cas de montrer ce qui s'est passé exactement, de révéler la vérité jusqu'ici cachée, de dévoiler ce que l'on a voulu camoufler et de montrer la réalité des choses. C'est le cas de la défense. Pour revenir aux témoins, quand on creuse, mais il faut creuser. Et pour creuser, il faut situer les choses. Il faut les proposer dans une certaine vision un peu distanciée. Puis ensuite, on entre, on prend comme ça les informations. Et quand on creuse, le témoin donne des éléments pratiques, par exemple, et concrets. Par exemple, les FDS, par exemple, l'absence de combat, ou les combats, peu importe. Et maintenant, c'est intéressant de comprendre le pourquoi. D'où les questions sur la France. Mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. La question qui nous est posée à nous, comme à nous tous d'ailleurs, c'est comprendre les faits. C'est comprendre les faits. Et c'est ce que l'on essaie ici de faire. Comprendre mieux. Comprendre l'enchaînement des faits. Comprendre la logique de ce qui s'est passé. Le juge président, je comprends parfaitement cela, mais j'aurais compris même si vous n'aviez pas dit tout cela. Il est également normal que vous creusiez pour en savoir un peu plus de la part du témoin. Mais il y a d'autres témoins qui viendront déposer, qui seront mieux à même de répondre à vos questions et qui pourront, qui disposent d'informations directes. Ce témoin dispose d'informations qui proviennent de l'extérieur. Alors je vous invite simplement à formuler vos questions en fonction du type de témoin qui est devant vous. Merci. Je saisis tout à fait. Et si vous me permettez, je pense que ce témoin est très bien placé. Pas parce qu'il aurait été militaire, mais parce que, il l'a dit, il est en contact avec tout le monde. À l'époque, il dit de près et de loin. Et c'est vrai, avec les gens du terrain et d'autres gens.
politique ou militaire. Il a dit qu'il connaît des FDS. Mais il nous a dit avant, je crois que c'était hier, qu'il connaissait aussi des gens du Nord. Et il a été sauvé par des rebelles. Donc, Please, let us not. Écoutez, s'il vous plaît, gagnons du temps, hein. Sinon, nous n'allons jamais terminé dans les temps. ah oui, c'était sur la violence. Sur la violence. Est-ce que vous vous souvenez de ma question? Vous voulez que je vous la répète? Répétez, s'il vous plaît. Alors, on la cherche. C'était sur le rapport entre les interventions étrangères, notamment l'intervention française, et le caractère violent de la crise. Est-ce qu'il y a un rapport, à votre sens? Comment comprenez-vous cette intervention? Comment comprendre les conséquences des interventions étrangères, de l'intervention étrangère, sur le quotidien de la crise, si je puis dire? D'accord, merci maître. Je crois que ce problème, nous l'avons déjà en général débattu ça ici, et j'ai donné déjà ma position. Je l'ai déjà dit qu'il y avait deux parties. Il y avait le président Laurent Gbagbo qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, et il y avait le côté de M. Alassane Ouattara qui aussi était reconnu par la communauté internationale, par tout le monde. Donc, c'est ça les affrontements, c'est les deux parties. Et c'est ce qui a envoyé les affrontements. Et je vous ai dit ici, lorsque le président Gbagbo a été... le président de la Cour constitutionnelle avait proclamé le président Laurent Gbagbo comme président élu, qui avait gagné les élections. Et je vous ai dit que dans cette salle, il y avait quelqu'un qui m'avait approché, qui m'avait dit en même temps, est-ce que j'étais au courant qu'à l'hôtel de Gov aussi, on était en train d'installer M. Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit ici, et j'ai dit à la personne que c'est trop grave que le pays serait mis au feu en sang. J'ai dit ça ici. Et c'est la même réponse. Votre question, c'est la même réponse de la même question de ce qu'il a dit. C'est deux partis qui ont été dans le même pays. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Il y a eu deux présidents, c'est pour allumer le feu. Le feu a été allumé. Et il y a eu trop de morts, il y a eu des affrontements, des partisans de Gbagbo qui n'étaient pas d'accord de cette décision et des partisans de M. Ouattara qui n'étaient pas d'accord de cette décision. Il y a eu un affrontement violent, il y a eu la guerre civile. Je ne sais pas si on peut utiliser un mot plus que le mot la guerre civile. Il y a eu la guerre civile dans ces petites périodes-là, vraie guerre civile, où il y a eu trop de morts. Il y a eu tous les civils qui ont été tués. Et en fin de compte, c'est le plus fort qui a rapporté. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il y avait, oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit qu'on pouvait peut-être l'éviter. Je l'ai dit ici. On pouvait peut-être éviter. C'est vrai qu'on avait gagné, mais peut-être on pouvait éviter. Mais comme on a voulu affronter, par exemple, les puissants, bon, ce qui ça a servi, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On vit ça aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Et que ça fait que le président Gbagbo et puis Blé Goudé se trouvent ici. C'est tout ça, c'est ce qui s'est passé vers la fin. Ça veut dire qu'il y a eu celui, le plus petit qui a voulu. C'est comme on disait David et puis Goliath. Le plus petit a voulu tenir tête contre le plus grand et le plus grand l'a écrasé. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer ça en détail. C'est clair. En général, c'est ce qui s'est passé. C'est les plus forts qui ont gagné, qui nous ont bombardés, qui nous ont battus et qui nous ont délogés et qui nous ont emmenés à Congo et qui nous ont envoyés ici
pour qu'ils soient jugés et que les choses soient tirées au clair pour connaître la vérité. C'est comme ça que les choses sont passées. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Hein? Et ça, c'est un exemple que les Tout-Puissants vont donner à tout le monde. Pour vous dire que quand vous dites c'est fini, c'est fini, c'est fini, tu ne peux pas tenir tête, parce que si tu tiens tête, on va t'amener. C'est ce que je veux dire. Voilà. Pas tenir tête à ça, parce qu'ils ont tous les mécanismes. Voilà. Merci. Monsieur le Président, avec votre permission, Maître Rocher va poursuivre le contre-interrogatoire. Rassurez-vous, en prenant en compte vos souhaits. Your Honor. Monsieur MacDonald, quant à savoir combien de personnes peuvent se lever pour poser des questions, ça devrait être... ça va faire l'objet d'une consultation à un moment, parce qu'à la CPI, les choses sont un peu différentes et changent tout le temps. Donc, je comprends bien que l'équipe de la défense Blé-Goudet le faisait avec les témoins des faits. La défense Gbagbo semble le faire aussi avec un témoin du cercle intérieur. Mais dans d'autres affaires, comme dans l'affaire Routot, par exemple, eh bien, ce point a été débattu d'abord, parce que c'est quand même assez étrange. Ça ne se fait pas d'habitude qu'il y ait plusieurs personnes qui interrogent un même témoin. Puis aussi une question d'équité envers le témoin. Enfin, pour l'instant, ça ne nous gêne pas. Si j'ai bien compris, c'est ainsi que la défense Gbagbo s'est préparée. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il nous faudra en parler et avoir une décision. Le président, bien, je vais en parler avec mes collègues, mes confrères et consoeurs. Je me demande juste un peu comment Maître Rocher peut tout d'un coup rentrer pour poser ses questions au milieu de votre interrogatoire. Bon, enfin, c'est votre stratégie, Maître Altit. C'est sous un autre angle, c'est limité, et c'est parce qu'il a suivi très attentivement le détail de ce qui était dit. There was no necessity. I just said. Oh, ça va sans dire, bien sûr. Maître Rocher, c'est à vous. Maître Knoops, voulez-vous que nous présentions nos arguments maintenant sur ces observations de M. MacDonald ou plus tard? Le président, plus tard. Le président, Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je vous remercie. Madame, Messieurs les juges. Monsieur Hitchie, au cours de ce témoignage, vous nous avez expliqué que M. Gbagbo est un homme tout à fait charmant. Était-il charmant envers tout le monde, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur religion? Bon, moi, à mon connaissance, je l'ai dit, s'il est charmant ou il est gentil avec tout le monde, je ne peux pas savoir. Mais je vous ai déjà dit que c'est un monsieur qui est très généreux, qui est très gentil. Puisque quand vous regardez son gouvernement ou bien son cabinet à la présidence, vous avez la plupart des nordistes qui sont dans son cabinet à la présidence. Donc, ça veut dire que c'est avec tout le monde. And, Question bien. Alors, d'après ce que vous savez de la façon dont il conduisait les affaires en tant que chef d'État, d'après vous, était-il enclin à opérer des discriminations selon les différentes appartenances ethniques des gens? Vous connaissez l'épouse du monsieur le président, qui est du Nord, vous la connaissez? of course, but Oui, oui, bien sûr. Non, mais je vais répondre à votre question, mais je sais où je vais en venir.
Donc, je pense que j'ai aussi le droit de poser des questions. Je voudrais dire, quand vous parlez que le président est peut-être contre tel, non, puisque tu ne peux pas être ennemi d'une ethnie et tu vas épouser les filles. Tu ne peux pas. Moi, je l'ai dit ici, moi-même, mon épouse, elle a dit non. Je l'ai dit ici. Le président n'est pas raciste. Je ne sais pas comment je veux que je vous explique. Je l'ai déjà dit ici qu'il a fait beaucoup de bien. Il fait partie des gens à la Mecque. Il faisait partie des musulmans chaque année à la Mecque. Il y avait une liste qu'on faisait partie des gens qui ne connaissaient même pas. Mais c'était des non-dits, c'était des musulmans. Et chaque année, il partageait du riz, du sucre, du lait à tous les musulmans du Nord, de la Côte d'Ivoire. Puisque ce n'est pas, les musulmans ne sont pas seulement du Nord. Même quand vous allez partir à Bassam, qui est du Sud, vous allez trouver des musulmans. À Bassam même, qui est un coin chrétien, vous allez trouver mosquée. Au Nord, à Korogo, vous allez trouver église, vous allez trouver mosquée. Au centre, où il y a des chrétiens, vous allez trouver église, vous allez trouver mosquée. Dans les petits villages chrétiens, au sud, vers Abidjan, vous allez trouver des mosquées et des églises. Au nord, pareil. Même à Mankono, qui est un coin qui est reconnu comme fanatique de l'islam, c'est des marabouts. Mais vous avez plusieurs églises à Mankono. À Ségla, vous avez plusieurs églises. Vous avez catholiques, vous avez Assemblée de Dieu. La Côte d'Ivoire, partout vous partez en Côte d'Ivoire, dans tous les villages et toutes les grandes villes, vous allez trouver églises et mosquées. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de une guerre religion ou ethnie. Il n'y en a pas, monsieur Maître, il n'y en a pas. Nous vivons ensemble. Je l'ai dit ici que c'est la salle politique qui a envoyé cette crise. Je l'ai dit, et je continue de dire, les Ivoiriens nous regardent, ils savent ce que je dis, c'est vrai. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Wébé, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Yacouba. On est tous des Ivoiriens. Vous allez regarder dans toutes les familles, du nord ou du sud. Vous allez trouver dans chaque famille quelqu'un qui a fait un enfant avec ou une Bété, ou un Baoulé a fait un enfant avec une Djoula, ou un Djoula a épousé une Annie, ou un Baoulé a épousé une Burkinabé ou un Burkinabé. Maintenant, la Côte d'Ivoire, il est mixte. On vit ensemble. Si ce n'est pas ça, l'intérêt politique, c'est tout. Sinon, on vit en bonne intelligence en Côte d'Ivoire. Et je vous répète que le président n'est pas raciste. And does that include... Et ça s'applique aussi au Djoula? And you've explained... Et vous avez dit que les Djoula étaient les gens du Nord. Est-ce qu'ils ont aussi des relations avec le commerce? Ça. And what kind of... Et quelle est la contribution des Djoula à l'économie ivoirienne? Ce n'est pas seulement la contribution des Djoula, c'est tous les Ivoiriens à la contribution économique de la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. And in... Question. Pour ce qui est des gens en Côte d'Ivoire qui soutenaient le président Gbagbo au cours de la période qui nous intéresse, quelle était leur appartenance ethnique et quelle était leur religion, toutes ces personnes qui soutenaient le président Gbagbo? Merci, maître. Que les choses soient très claires. Je l'ai déjà dit ici, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie politique. Il n'y a pas d'ethnie parti politique. Il n'y en a pas. J'ai été clair, je l'ai dit ici hier ou avant-hier. Vous allez trouver le parti de Gbagbo, qui est le FPI. Vous allez trouver ce que vous appelez le Djoula, l'ensemble. Vous allez trouver des Sénéfaux,
des Tagbana, des Malekés, des gens un peu partout qui viennent du nord, ou des Baoulés, ou des Guérés, ou des Yakuba, tout ça dans le parti de Gbagbo. En même temps, dans le même parti d'Alassane, qui est le RDR, vous allez trouver même des BT dedans, qui sont de chez Gbagbo. Vous allez les trouver dans le parti d'Alassane. Vous allez trouver des Djoula dans le parti d'Alassane, des Baoulés dans le parti d'Alassane, des Yakuba, des Guérés, des Wébé, des Apollinaires, tout ça, les Ani, des Baoulés, vous allez les trouver. En même temps, le parti PDCI, qui est le parti fondateur du président Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui dirigé par le président Bédié, vous allez trouver aussi dans ce parti des BT du président Gbagbo. Beaucoup de BT de chez lui qui sont dans ce parti du PDCI. Vous allez trouver des Djoula, beaucoup de Djoula qui sont PDCI. Je vous donne un exemple. J'ai dit ici que... Une minute. Je soulève une objection là. Tout cela a déjà été dit hier, lors des questions posées par Maître Altit. Le témoin ne fait que se répéter. Alors on est en contre-interrogatoire. Donc je pense qu'on peut passer à autre chose. Les réponses sont toujours les mêmes. Le président, oui, écoutez, ne revenez pas sur ce qui a déjà été posé ou ne posez pas des questions pour lesquelles on a déjà eu des réponses. Ça fait le 4e jour déjà que le témoin est là. La plupart des choses ont déjà été dites. Alors allez, Maître Hochet, oui, je comprends bien, il a déjà parlé d'énormément de choses, il a abordé beaucoup de sujets. Mais je ne pense pas que la relation entre le président et la population en matière donc d'appartenance ethnique a été abordée. Je sais que dans ses réponses, il a déjà abordé un grand nombre de sujets, cela dit. Question. Essayons maintenant de voir à quoi ressemblait Abidjan à l'époque. Donc, comme l'a dit Monsieur le Président, vous avez déjà donné énormément d'informations au cours de votre déposition. Vous avez parlé de la situation à Abidjan déjà. Vous avez parlé de l'hôtel du Golfe. Vous avez parlé de la présence militaire à l'hôtel du Golfe. Alors, d'après ce que vous savez, pourriez-vous nous décrire, comment dire, dans quelle mesure y avait-il un gouvernement d'opposition essayant de gouverner depuis l'hôtel du Golfe? Merci, maître. Quand monsieur, le président Alassane Ouattara a été reconnu comme le président élu, il avait ses réactions, ses partenaires qui étaient les puissants, comme je l'ai dit ici, et dirigeaient la Côte d'Ivoire à partir de ce que nous avons nommé la plus petite république, puisque je l'ai dit ici qu'à l'hôtel de Golfe, il y avait tout. Il y avait un gouvernement, il y avait des ministres, il y avait tout. Et à partir de là, il dirigeait la Côte d'Ivoire. Il travaillait avec l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'ai dit ici. C'est comme ça qu'il gouvernait. Question.
par le passé, lorsqu'il y avait des difficultés, vous avez parlé de la période 2002-2003, mais avant la crise, est-ce que il y a eu un moment où le président Gbagbo aurait pu appeler les Nations Unies à l'aide? Mais ça n'a aucun sens de les appeler. Ça n'a aucun sens de les appeler parce que tout allait bien. Le pays, tout fonctionnait bien. Le pays n'était pas divisé, le pays n'était pas en guerre. Les fonctionnaires de l'État se trouvaient partout, dans les villes de la Côte d'Ivoire. Les gens travaillaient, il n'y avait aucun problème. Tout allait très bien. Donc, c'est quand il y a eu peut-être cette crise, cette guerre, que le président a fait appel à l'ONU. And Question. Bon, dans la mesure du possible, vous suiviez l'évolution de la situation à la télévision au cours de la crise, dans la période précédente. J'imagine que vous suiviez à la télévision dans la mesure où vous le pouviez, n'est-ce pas? De quelle crise vous parlez vers la fin? so, from Oui, donc d'après ce que vous avez perçu lorsqu'il a fait appel aux Nations Unies, quelle a été la réaction des Nations Unies? Moi, à ma connaissance, je crois qu'ils sont venus. Ils sont venus intervenir, ils sont venus s'installer. Ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Ils ont les sièges en Côte d'Ivoire. Ils ont plusieurs bases où se trouve la logistique. Ils ont installé partout à l'intérieur du pays. C'est ce que je peux vous dire sur ça. now you were not a personal witness. Enfin, vous n'avez pas assisté personnellement aux événements du 3 mars. Quelle année? 2011, 2011, the Women's March. la marche des femmes, comme on l'appelle. Vous n'avez pas assisté à cela et vous n'avez rien vu de vos yeux, n'est-ce pas? Finalement, sur le terrain, non, j'ai vu des images à la télé. And did you form an impression Question. Alors, d'après ce que vous avez vu à la télé, Monsieur McDonald, objection. Ce n'est pas du tout autorisé. Le témoin n'est pas là. Ce qu'il dit sera uniquement son opinion. La Chambre va entendre des éléments de preuve à ce propos. Donc, ce que pense ce témoin n'est pas intéressant, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que ce qu'a vu le témoin, ou ce sont des témoins qui ont de véritables informations à propos de ce qui s'est passé ce jour-là. Le président Maître Rocher, j'aimerais répondre. Si quelqu'un voit quelque chose de ses yeux, c'est un témoin oculaire. Mais si quelqu'un voit le déroulement de quelque chose à la télévision, ils sont aussi témoins, mais témoins indirects. Je demande juste ce qu'il a perçu à la télévision, c'est tout. Mais je vais poser ma question autrement. Qu'avez-vous vu à la télévision en ce qui concerne cette marche des femmes du 3 mars? Ce que j'ai vu à la télé, c'est qu'il y a eu la marche des femmes dans laquelle il y a eu des bombardements. Ce que j'ai vu, et qu'il y a eu beaucoup de femmes qui étaient mortes. Ça, c'est ce que j'ai vu. and did you see other Avez-vous vu
d'autres choses, d'autres activités parmi les femmes qui marchaient? Je vous ai dit que je n'étais pas sur le terrain et que ce sont les informations que nous avons reçues et ce qu'il y avait à la télé. Je n'ai pas d'autres informations. Ce qu'il y avait à la télé, c'est qu'ils ont dit qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été tuées ce jour. Did you hear of any attempt Avez-vous entendu parler de tentatives d'exagérer la situation? Mettre ce sujet des femmes qui ont été tuées à Bobo, exagéré, je ne sais pas, je n'étais pas sur le terrain, mais je pense qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées. Mais exagéré, je ne sais pas. Je sais, c'est qu'il est, ça, je ne sais pas, exagéré, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais moi, je n'étais pas sur le terrain, mais tout le monde en parle. Ça, je ne sais pas. Question. Did you hear Avez-vous entendu parler d'une éventuelle mise en scène? Oui, mais attendez, oui. Et j'ai même vu la manière, les images ont été montrées, ça, j'ai assisté, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit ce que je vois. J'ai vu ces images de mise en scène, disons de mise en scène. Si c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Parce qu'il s'agit des morts des femmes. Donc je ne peux pas me prononcer dessus en disant que c'est une mise en scène. Si c'est vrai ou si c'est faux, je ne peux pas. Puisqu'il y a eu des morts des femmes. Est-ce que ces femmes, ils ont été tous tués? Est-ce que c'est une ou deux ou trois ou quatre ou cinq qui ont été tués? Ou cette partie, elle est vraiment tuée ou elle n'est pas tuée? Je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas répondre à ça. Mais il y a eu la marche des femmes où les femmes ont été tuées. Mais cette mise en scène, je ne sais pas si c'est une mise en scène ou si c'est un montage ou si c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Did you speak to the prosecutor? Avez-vous parlé avec l'accusation de ce genre de sujet? Je me souviens, je crois bien. Je crois que c'est la même réponse que j'ai donnée. When you spoke, Lorsque vous êtes entretenu avec le bureau de l'accusation, donc on trouve cela au document CIVOTP 0076 1310, transcription CIVOTP 0071 0012, piste 1, page 26. Mathieu McDonald, on préférerait avoir la ligne, s'il vous plaît. Maître Ochet, merci. Maître McDonald ou bien le RN de la page, c'est encore plus simple. Maître Ochet,
Donc CIV OTP 0076 1328. Ça, c'est le RN de la page qui m'intéresse. Donc, la personne qui vous interviewe à la page 913 vous pose la question suivante. Il y a eu un incident à Abobo. Votre réponse est la suivante. Pour les femmes là-bas. Vous avez expliqué ensuite que vous n'étiez pas à Bobo. Vous avez dit que vous avez vu tout cela à la télévision. Ensuite, page 28. Toujours de cette même interview. Ligne 990. Je préviens les interprètes que je vais maintenant parler français. Vous dites? C'est une mise en scène. The interviewer. Selon L'intervieweur. and you respond. Vous répondez. And the interviewer. Vous êtes sûr de Intervieweur. and your response. Oui, oui. Votre réponse. Parce que ce que nous en vient d'apprendre il n'y a pas longtemps, la femme qui s'est fait brûler devant la présidence, que Alassane la doit l'argent, elle a mis l'essence sur elle pour se brûler là. D'après nos informations, c'est la même fille c'est la même femme qui a fait semblant de mourir. Interviewer. Intervieweur. You yourself? Non. Répondez. Moi. Il y a une dame qui a mis l'essence sur elle et qui s'est brûlée là. Puis elle est décédée là. Ouattara, quelque chose là, il paraît que c'est la même femme. Oui, c'est la même que qui? Your response. Et votre réponse? Qui faisait semblant de mourir là? Interviewer. Intervieweur. Your response. Votre réponse. This is what you told the prosecutors. C'est ce que vous avez dit au procureur. OK. Je peux répondre? Bien sûr. Ah, Bien ok. sûr. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même chose à peu près. J'ai dit ici que je n'étais pas sur le terrain. Ça, je l'ai dit, que j'ai vu ces images à la télé. Mais j'ai dit qu'il y a eu des morts des femmes à Abobo. Mais cette scène, ça, j'ai expliqué. J'ai bien dit, et vous avez bien lu. J'ai dit, il paraît-il. Ce n'est pas moi qui le dis. On a eu des informations qui disent que la femme qui s'est fait brûler devant le palais en disant que on la devait de l'argent et que les gens ne lui ont pas payé et qu'elle avait des problèmes, et s'est brûlée. Je disais que les gens, c'est ce qu'il a dit et j'ai répété, que les gens disaient que c'était la même dame. Donc si c'était la même dame, c'est que c'était mise en scène. C'est ce que je lui ai dit. Puisqu'on dit que c'était elle. Donc elle ne peut pas être tuée il y a 1 an ou 2 ans, et puis 2 ans après revenir se faire brûler. Si c'est bien elle. Si c'est bien elle. Donc ça peut être mise en scène. Si c'est bien elle. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a répété. On page 27. Question à la page 27. Le président, un instant, je pense que l'heure de la pause est arrivée. Nous allons donc faire notre pause du matin et nous reprendrons peu après 11h30.